Bonjour messieurs, dames. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous avez un petit chat qui est accessible en bas à droite de votre écran et qui vous permet de poser à la fois des questions. Merci beaucoup Christelle pour le retour. En tout cas, très heureux d'être à nouveau avec vous pour ce nouveau webinaire consacré à l'actualité de la cybersécurité et de la conformité numérique. Alors, comme d'habitude, on va peut-être attendre que l'ensemble de nos collègues nous rejoignent. Ça me laisse le temps à la fois de vous souhaiter à nouveau la bienvenue et de vous remercier pour votre fidélité, ou pour celles et ceux qui assistaient à ce premier webinaire. Là encore, bienvenue, en espérant que ces éléments d'information puissent vous être utiles, puisque l'idée, c'est de faire un petit tour de piste sur les petits points un petit peu saillants autour de la sécurité numérique et de la conformité au sens large appliquée aux activités numériques. Donc, pour ma part, je suis Patrice Thierry, partie en fait du GRAD PACA, qui est le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé en région PACA. Et plus précisément, moi, je travaille au sein d'un centre de ressources qui s'appelle CAPSI, qui est la cellule d'appui à la protection des systèmes d'information et qui a vocation à être un centre de ressources régionales en cybersécurité dédié aux acteurs de santé et médico-sociaux. Donc, on est là en soutien avec notre équipe pour pouvoir vous aider à mener à bien les différents travaux que vous mettez en œuvre dans le cadre de vos établissements, que vous soyez collègue du médico-social, collègue des établissements sanitaires ou de structures de coordination, mais bien évidemment également tous nos collègues qui exercent en profession libérale, qui sont éligibles finalement aux services et activités de CAPSI. Voilà, tout doucement, donc nos collègues nous rejoignent. Je vous rappelle, malheureusement, compte tenu de l'outil et du nombre de personnes, on ne pourra pas interagir de vive voix. En revanche, vous avez, via le chat qui est en bas à droite, la possibilité de poser les questions qui vous paraissent utiles ou sur les points d'éclaircissement qui vous paraîtraient importants d'avoir à l'issue ou tout au long de cette présentation. Donc, je surveillerai régulièrement ce chat pour voir de quelle manière je peux répondre au fil de l'eau, peut-être aux questions que vous pourriez avoir. Il est 14h03, on se donne encore allez, une petite minute et après c'est promis, on démarre. Simplement pour vous dire que là, c'est un webinaire qui va durer 1 heure. En réalité, j'espère pouvoir ne pas dépasser les 40-45 minutes pour qu'on puisse se laisser un temps de 10-15 minutes pour pouvoir échanger et répondre aux questions que vous pourriez avoir. Il s'inscrit donc dans toute une série de webinaires qui sont mis en place dans le cadre du Ségur du numérique en santé en région PACA. Donc, il s'adresse à ce titre-là à l'ensemble des couloirs au sens Ségur du numérique. Donc, là encore, à l'ensemble des communautés que j'ai citées précédemment, sanitaires, médico-sociales, libérales, structures de coordination de la région PACA. Peut-être vous rappeler en guise d'introduction le calendrier des webinaires que l'on avait fait au titre de CAPSI tout au long de l'année 2023 et une bonne partie de l'année 2024 sur les thématiques autour de la cybersécurité et de la conformité numérique. Alors, je ne vais pas reprendre en détail chacune des thématiques que vous avez à l'écran. Sachez que vous avez la possibilité de revoir en fait en replay l'ensemble de ces webinaires. Donc, s'il y a un thème qui vous intéresse de manière privilégiée, n'hésitez pas à revoir en différé finalement ces webinaires qui ont été réalisés tout au long de l'année 2023 et en ce début d'année 2024. Donc, le webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, vous le voyez en orange, c'est celui autour de l'actualité de la cybersécurité et de la conformité numérique pour l'ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de faire ça peut-être en 5 points. Faire un petit point d'actualité sur un panorama rapide de la cybermenace en France, de manière générale. Un point sur peut-être les nouvelles réglementations qui vont nous concerner,
quel que soit notre établissement, que l'on soit médico-social ou autre, ou sanitaire, ou libéraux, ou structure de coordination. Également, peut-être faire un petit point d'actualité sur un programme que la plupart d'entre vous connaissez peut-être, qui s'appelle le programme CARE, qui est un acronyme qui signifie Cyberaccélération et Résilience des établissements, et qui a vocation, pendant 5 ans, jusqu'en 2027, à soutenir les efforts des établissements sanitaires, mais également médico-sociaux, sur leur montée en maturité, en sécurité numérique, et permettre à vos établissements et à vos équipes de franchir des marches supplémentaires de sécurisation de vos actifs numériques et de vos activités au sens large, qui sont la plupart du temps soutenues et supportées par des outils numériques, des logiciels, des matériels qu'il est nécessaire de sécuriser. Donc là, on reviendra un petit peu sur ce point 3. Et puis un dernier point, où là, je mettrai peut-être en lumière quelques points autour de la conformité numérique, points d'actualité, qui peuvent vous intéresser, là encore, dans le cadre de vos pratiques professionnelles, et pour lequel ça peut être intéressant peut-être d'approfondir certains points ou de s'y intéresser dans le cadre de vos activités. Voilà un peu les 4 temps, et puis bien évidemment un temps de questions-réponses auquel on essaiera de consacrer une quinzaine de minutes. Voilà. Donc je vous propose, il est 14h06, on va pouvoir démarrer sur la thématique. L'actualité de la cybersécurité est un panorama un petit peu de la cybermenace. Et là encore, je me suis appuyé sur une actualité qui date de février 2024 et qui est un rapport qui avait été fait et qui est fait chaque année par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui finalement a vocation à déterminer un petit peu la doctrine en France en matière de cybersécurité, et également joue le rôle à la fois de régulation, de fournisseurs de réglementation et de doctrine, mais également joue un rôle de cyberpompier, entre guillemets, par rapport à des attaques qui peuvent toucher, que ce soit des institutions publiques ou privées, et qui nécessitent un appui renforcé, parce que ce sont soit des activités essentielles ou des activités critiques, comme essentielles et critiques le sont la santé et le médico-social. Et donc là, l'ANSSI finalement a fait un panorama, et dans le cadre de sa publication, qui fait plusieurs dizaines de pages, je vous ai repris peut-être un petit résumé. Alors avec un premier point où on enfonce un petit peu une porte ouverte, mais en tout cas ça confirme un constat que on pressent tous, c'est que le niveau de menace informatique augmente de manière importante en France et dans le monde. Cela s'explique à la fois par les tensions géopolitiques qu'on connaît, que ce soit les conflits Russie-Ukraine, les conflits Israël-Palestine, ou d'autres terrains de tension géopolitique dans le monde. Ça devient aussi aujourd'hui les actions numériques, des actions de déstabilisation ou des actions destinées à déstabiliser effectivement un opposant ou à un pays qui soutient telle et telle conviction ou telle et telle action. La menace, elle est d'autant plus renforcée en France qu'on est à quelques semaines maintenant du démarrage des Jeux Olympiques qui vont nous concerner sur le sol français. Et du coup, on va être sous le feu des projecteurs pendant quelques mois, et bien évidemment pour des attaquants, pour des malveillants, pour des, même j'allais dire des autorités politiques ou des pays qui soutiennent un petit peu les activités malveillantes de cybermenaces. En fait, ça peut être l'occasion justement de déstabiliser, en tout cas de faire un exemple en essayant d'attaquer, par exemple, je prends l'exemple simplement des chronomètres qui sont connectés, vous savez, sur les épreuves de Jeux Olympiques. Là encore, on imagine bien la difficulté que ça peut poser ou des choses de ce type-là. Donc, un contexte de menace qui se renforce, qui est en augmentation, et donc derrière une demande de vigilance accrue et un renforcement un petit peu des postures qui nous sont demandées, que ce soit pour les acteurs
diverses et variées des entités publiques en France, mais également dans le domaine de la santé. D'autant plus qu'en région PACA, nous sommes concernés par un certain nombre d'épreuves de JO qui vont se dérouler sur les territoires de Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, soit pour des épreuves de football, des épreuves de nautique. Et donc là encore, on sera d'autant plus sous le feu des projecteurs. Ce que nous apprend aussi le rapport de l'ENSI, c'est qu'aujourd'hui, on a finalement deux profils d'attaquants principaux qui menacent les systèmes d'information et qui visent à déstabiliser. Donc, c'est plutôt le cas des attaquants réputés liés à des obédiences politiques ou à des pays comme la Chine ou la Russie, qui sont un peu des grands pourvoyeurs ou souteneurs d'activités malveillantes cyber. Et puis, bien évidemment, tout un écosystème cybercriminel qui va être guidé par l'appât du gain et la possibilité, une fois l'attaque menée, de pouvoir monnayer les données qu'ils ont pu exfiltrer auprès des établissements qui ont été attaqués, soit dans le cadre de demandes de rançon, ou soit dans le cadre de la revente des données qui ont pu être exfiltrées. Donc on a ces deux typologies d'attaquants qui souvent travaillent de concert, puisqu'on a souvent des attaquants soutenus par des pays qui vont faire partie du monde un petit peu cybercriminel et qui, dans le cadre d'activités de mercenaires, vont pouvoir réaliser une action pour le compte d'un État en vue de déstabiliser telle et telle entité critique ou d'un pays qui est visé. L'autre élément peut-être saillant qui est rapporté par ce panorama, c'est l'évolution des intentions des acteurs malveillants. L'opération de déstabilisation, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus, elle va être d'autant plus importante qu'on a ces projecteurs qui sont fixés sur la France cet été, et bien évidemment, il y aura des volontés de vouloir mettre à mal le bon fonctionnement et le bon déroulement en fait, des épreuves, des JO, ou en tout cas de tout ce qui pourrait concerner la France dans ces moments-là. Lors des derniers JO qui avaient eu lieu, on estimait qu'il y avait eu un peu plus de 450 millions de sites d'attaque qui avaient été destinés à l'époque, c'était le Japon. Et bien là, on estime qu'en France, on devrait avoir un fois 10, fois 100, et donc ça va se compter en plusieurs milliards d'attaques sur la période. Et on reviendra au détail, quand on parle d'attaque, ce n'est pas forcément des choses très élaborées, ça peut être aussi simplement des actions qui visent à saturer un service qui du coup ne va plus être accessible aux personnes qui en ont besoin, etc. Et donc souvent, ça c'est une attaque simple et facile à mettre en œuvre, mais qui peut mettre à mal un événement, le fonctionnement d'un service, etc. L'autre élément, on en parlait, c'est les attaques à but lucratif. Dans ce cadre-là, c'est tous les réseaux cybercriminels qui existent et qui visent à essayer de déployer sur vos systèmes d'information, dans vos établissements, ce qu'on appelle le plus souvent des ransomware, des rançongiciels, qui vont être ces programmes qui vont s'installer sur votre parc informatique et qui ont vocation finalement à chiffrer, à rendre inaccessibles, ou en tout cas illisibles, les données que vous avez dans votre établissement. Et pour pouvoir récupérer ces données, souvent l'attaquant va proposer une rançon en disant écoutez, je vous donne la clé de déchiffrement, un peu comme si finalement l'attaquant avait mis un verrou ou avait changé la serrure de votre maison et puis vous demandait une rançon pour vous donner la clé qui va vous permettre de rentrer à votre domicile. Et bien là, en l'occurrence, c'est pour récupérer vos données. Alors, la doctrine, là encore, de l'ENSI est de dire qu'on ne paye pas de rançon en France, puisque l'idée, c'est d'alimenter derrière le réseau cybercriminel, et puis
après, c'est l'effet boule de neige, une fois qu'on commence à payer, etc. Bon, entre nous, on le sait bien, il y a des rançons qui sont payées, pas forcément en France. On a un exemple, par exemple, aux États-Unis, où justement, dans le domaine de la santé, une grande institution de santé avait payé une rançon de 22 millions de dollars en équivalent. Donc, les attaquants ont remis la clé, mais en même temps, les données qui ont été exfiltrées auprès de cet établissement ont été publiées sur le dark web. Donc, il y a eu la double punition, c'est-à-dire à la fois de payer la rançon, qui n'a servi à rien, puisque là encore, les attaquants n'ont pas de scrupules. L'idée, c'est de se faire de l'argent. Donc, si à la fois ils peuvent obtenir de l'argent à travers la rançon, ils peuvent aussi avoir un deuxième effet, qui est de revendre les données qu'ils ont exfiltrées. Et là encore, ça nous envoie à l'autre point, qui est l'amélioration des capacités offensives des attaquants. Avec le dernier point qui apparaît à l'écran, c'est le côté industriel de la cybercriminalité aujourd'hui. Et quand je disais le fait de pouvoir monnayer un petit peu les données qui ont été exfiltrées, vous avez aujourd'hui des choses qui sont très professionnalisées, avec des attaquants qui ont des profils de spécialisation. Certains vont être spécialisés dans l'infiltration des systèmes d'information, c'est-à-dire crocheter la serrure, si je prends cette image de la maison. D'autres qui vont être spécialisés, une fois qu'on est dans la maison, la manière d'aller repérer le coffre-fort dans lequel les données, les patrimoines de données sont accessibles, les fameux serveurs. Une des troisièmes catégories qui vont avoir cette capacité à forcer le coffre-fort. Là encore, si je prends cette image d'une attaque de banque, voilà, c'est le spécialiste qui connaît le coffre-fort et qui connaît la technologie qui va permettre de passer outre les protections et d'accéder derrière le coffre-fort, non pas finalement à l'or qu'on met quelque part un petit peu à ce nouvel or noir que sont les données à caractère personnel. Et puis, vous avez également des cybercriminels qui, eux, vont être spécialisés dans la valorisation des données qui ont été exfiltrées. Pour leur donner justement de la richesse et pouvoir les monnayer plus cher, les revendre. En fait, vous en avez un certain nombre qui sont quelque part un peu des grossistes. Ils vont acheter des lots de fichiers et ils vont essayer de les consolider, de les rassembler avec des identifiants. On a tous entendu parler d'attaques, on a peut-être même pour certains et certaines d'entre vous été concernés. Par exemple, les réseaux de mutuelles, notamment via Médis et d'autres, ont fait l'objet de cyberattaques pour lesquelles il y a eu toute une série d'éléments qui ont été exfiltrés, dont des noms, prénoms, numéros de sécurité sociale, etc. On prend un autre cas de figure, l'attaque de Pôle emploi. Eh bien, là encore, il y a des dizaines de millions de dossiers qui ont été exfiltrés. Donc, vous voyez bien, l'opération du grossiste, ça va consister à dire, tiens, j'ai Monsieur Dupont avec ce numéro de sécurité sociale, je le rapproche de mon fichier Pôle emploi dans lequel j'ai un certain nombre de données. Eh bien, en fait, je vais rassembler les informations et redonner de la valeur et pouvoir finalement, plutôt que de vendre de la donnée qui en tant que telle n'a pas forcément de valeur, c'est pouvoir vendre des profils. Profil, pourquoi? Parce que ça peut permettre l'usurpation d'identité. Eh bien voilà, je peux me faire passer pour Monsieur Dupont ou Madame Martin, pour lequel j'ai pu collecter et consolider un petit peu les données, parce que j'ai à la fois son numéro de sécurité sociale, son antériorité Pôle emploi, et différents éléments qui ont pu être assemblés de part et d'autre. Donc vraiment, le côté industriel, le côté organisé, le côté professionnalisé, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui s'est développé aujourd'hui. On est très loin de l'image, j'allais dire, de l'adolescent avec sa capuche qui, derrière son écran, va aller attaquer telle et telle agence. Là, on est vraiment sur quelque chose de très professionnel. Un autre élément aussi qui ressort, c'est l'automatisation. Et notamment, aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler une cybercriminalité prête à cliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez conduire une attaque, avoir une action malveillante sur des actifs numériques, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être un pirate chevronné. Vous avez, là encore, des outils sur étagère qui sont prêts à être déployés. Et simplement, j'allais dire, il suffit de cliquer ou d'avoir le mode d'emploi qui vous est donné par le pirate. Vous indiquez le nom de la personne ou l'adresse
du domaine que vous voulez attaquer ou l'adresse IP, vous savez, entre guillemets, un petit peu ces plaques d'immatriculation de tous les matériels qui circulent sur Internet. Eh bien, en fait, grâce à cette adresse, finalement, le système qui a été vendu par le cybercriminel, vous entrez ces données en entrée, le système en boîte noire fonctionne, mais en tout cas, il a un résultat, c'est que l'attaque est avérée. Alors, là encore, sur le dark web, vous pouvez trouver pour quelques euros à peine la possibilité d'aller attaquer un compte WhatsApp, un compte Facebook, même si c'est plus forcément à la mode, etc. Mais là encore, il y a toute une série de panoplies et des boutiques qui sont accessibles sur le dark web et qui vous permettent d'acheter un petit peu ces services. Donc, ça explique aussi le développement de la cybercriminalité avec des acteurs qui ne sont pas forcément des personnes chevronnées ou hyper experts en matière de systèmes d'information. La diversification de l'écosystème criminel, on en a parlé, hein, le fait qu'il y ait cette spécialisation. Et puis, vous avez aussi des groupes d'attaquants. On peut notamment citer, par exemple, un groupe qui a fait parler de lui, qui s'appelle Logbit, qui est un groupe avec plusieurs épopées et plusieurs rebondissements. C'est un groupe qui a conduit des dizaines, des centaines d'attaques et qui est responsable d'énormément de mise à mal d'établissements. Eh bien, en fait, là, dans le cadre d'une opération conjointe d'Interpol et autres, dans le cadre d'une opération qui s'est appelée Chronos au mois de février, toute l'infrastructure de ce réseau d'attaquants Logbit avait été démantelée. Donc, ils avaient notamment des serveurs qui permettaient de conduire les attaques, d'autres dans lesquels ils mettaient sur le dark web quelque part une boutique qui vous permettait d'accéder aux données et de gérer aussi les demandes de rançon avec les attaquants. Bref, cette opération Chronos a eu lieu. Elle a eu un gros écho dans le monde de la sécurité. On a pensé à un moment que Logbit avait été complètement démantelé. Eh bien, là encore, un petit peu à l'image de l'hydre à laquelle on coupait une tête et deux autres repoussaient, eh bien, quelques jours après, le réseau s'était restructuré et comme fait d'armes, il s'était donné l'occasion d'aller attaquer le FBI. Depuis, les attaquants se sont reconstitués et en fait, ils ont un système un petit peu particulier, là encore dans l'idée de professionnaliser et de gagner de l'argent sur ce qu'ils font, ils ont un système de franchise. Au même titre que, par exemple, vous allez dans une parfumerie, je dis n'importe quoi, Nocibé ou autre, eh bien, en fait, vous allez porter la marque Nocibé, mais c'est votre magasin que vous allez ouvrir à tel et tel endroit en région PACA. Eh bien, là encore, vous allez porter finalement les couleurs Logbit et vous allez utiliser leurs franchises, leurs outils, leurs drapeaux pour pouvoir mener un petit peu à bien les attaques. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez des tas de franchisés qui existent et qui démultiplient finalement par un système d'effet de levier le côté malveillant et la cybermenace envers les différents établissements et les différents acteurs qui utilisent le numérique. Pour la petite histoire, en région, c'est ce groupe, ou en tout cas plus exactement cette franchise Logbit qui a attaqué nos collègues du CH de Cannes, et qui ont déployé leur rançongiciel et donc qui ont d'ailleurs exfiltré une partie de données de l'établissement. Enfin voilà, donc, et là encore, tout dernièrement, justement, il y avait une prime qui était proposée pour pouvoir lever l'identité du leader de Logbit, qui s'appelle Logbit Sup pour son nom de scène, son alias. Il y a un nom qui a été indiqué qui correspond à une personne de nationalité russe. Alors là encore, le groupe Logbit dément en disant non, ce n'est pas lui, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. En tout cas, on a quelque chose qui est très développé. Et là encore, quand on échangeait avec les personnes de l'ENSI et notamment également des personnes de la cybergendarmerie, ils nous disaient qu'aujourd'hui, la cybercriminalité sur Internet rapporte plus à des groupes d'attaquants, à des groupes malveillants que le trafic de drogue aujourd'hui.
Donc, c'est devenu quelque chose de facile et pour lequel, en fait, l'attaquant n'a pas à se salir les mains et surtout, il peut faire ça à distance sans être physiquement présent dans vos établissements. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail. Les opportunités qui ont été saisies par les attaquants, et ce que nous révèle en fait le rapport de l'ANSSI, c'est souvent l'exploitation des faiblesses des systèmes d'information. Donc, ça va être des équipements qui sont installés dans vos établissements, mais pour lesquels la configuration éventuellement n'a pas été totalement maîtrisée ou n'a pas été totalement aboutie. Ce qui fait que vous avez certains équipements qui vont être exposés sur Internet. Ça veut dire que tout à chacun dans le monde a la possibilité d'aller tester un petit peu la poignée d'ouverture de la porte et voir éventuellement si c'est fermé à clé ou si on peut s'introduire sur ces équipements. L'autre pratique que l'on trouve beaucoup, c'est l'hameçonnage, le phishing dont on parle souvent. Et là encore, ça peut être intéressant là encore de sensibiliser et de former chacun de nos collègues. Un élément également qui revient souvent, c'est la sous-traitance non maîtrisée. C'est-à-dire qu'on a beau, là encore, avoir quelque chose de très sécurisé en interne dans l'établissement, le fait d'avoir un prestataire, un partenaire qui accède à votre système d'information, il faut être sûr que lui-même maîtrise la sécurité de son système d'information et que par le biais d'une vulnérabilité qui le concernerait lui, ça ne permet pas à un attaquant d'aller rebondir sur votre système d'information à travers les clés d'accès, les outils d'accès dont dispose votre partenaire ou prestataire externe. L'exploitation des vulnérabilités logicielles, c'est le deuxième élément. Donc ça, vous savez, c'est les fameuses mises à jour des systèmes d'information que l'on met, ou des équipements, ou des serveurs. Là encore, le fait de chaque jour, on a des vulnérabilités qui sont décelées, ou des modalités d'attaque qui sont mises à jour. Et à partir de là, souvent, les éditeurs de solutions vont proposer des patchs qui vont permettre de justement mettre à jour et fermer la vulnérabilité ou la porte d'accès ou la porte dérobée qui permet d'accéder à votre équipement, votre système d'information, etc. Voilà. Donc voilà un contexte et un panorama de la cybermenace aujourd'hui qui va être d'autant plus exacerbé, comme je vous le disais, notamment en France avec l'aspect des JO et les tensions géopolitiques aussi qui se renforcent ou en tout cas qui se diversifient dans le monde et qui font qu'un certain nombre d'acteurs, comme la France, qui peut soutenir ou prendre position sur tel et tel conflit, eh bien, là encore, bien évidemment, vous avez des attaques qui se font par rapport à tout ça. Et ça me permet d'aborder peut-être un exemple, c'est l'attaque qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être dû ressentir, c'est le réseau interministériel de l'État qui relie en fait toutes les entités publiques entre elles. C'est une sorte de nœud numérique qui permet, là encore, de faire en sorte que tous les systèmes étatiques collaborent et fonctionnent. Là, c'est quelque chose qui s'était déroulé au mois de mars en 2024. Mais en fait, on peut prendre l'exemple aussi de ce qui a eu lieu il y a 2 jours, lors de la visite d'Emmanuel Macron en Martinique, où vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait une cyberattaque qui avait eu lieu sur le territoire de l'île, en vue justement de rendre indisponible toute une partie de l'opérateur de télécommunications, puisque là, il n'y a qu'un opérateur de télécommunications qui est présent sur l'île et qui avait été en fait attaqué. Et vous allez voir que c'est relativement simple et finalement assez facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin avoir affaire à des personnes chevronnées et d'utiliser des choses trop techniques. C'est simplement là le principe de vouloir saturer un équipement en lui envoyant une multitude, des milliers, des milliards de requêtes en même temps. À un moment, le matériel, finalement, va être obligé de gérer une file d'attente. Et puis, il ne pourra pas répondre. Ce qui fait que les réponses, enfin les requêtes légitimes ou les sollicitations légitimes qui arriveraient, eh bien, en fait, elles vont rejoindre cette file d'attente et les délais de réponse vont faire que, au bout d'un moment, la machine va être complètement à genoux et risque même de s'arrêter ou de bugger. Donc,
je rentre pas trop dans les détails parce que je vois qu'il est déjà 14h30, donc il faut que j'accélère. Sachez qu'en fait, il y a là encore des attaquants, je parlais de spécialistes, vous avez des spécialistes qui vont recruter des machines. Ça peut être éventuellement votre téléphone, ça peut être éventuellement votre téléviseur connecté à la maison, ça peut être votre je ne sais pas, système domotique qui permet d'ouvrir vos volets, etc. Tout ce qui est potentiellement connecté sur Internet est par définition accessible. Et là encore, l'attaquant, sans grande technique, finalement, ce qu'il va tester, c'est est-ce que sur vos matériels qui sont installés dans votre maison, vous avez pris soin de changer le login et le mot de passe par défaut. La plupart du temps, on installe le matériel, on n'a pas forcément l'idée ou le temps, ou on ne songe pas à changer et à modifier les mots de passe de configuration par défaut de ces matériels. Et là encore, par rapport à tel et tel matériel qui sont accessibles sur Internet, ben là encore, l'attaquant va pouvoir, grâce à ces mots de passe un petit peu génériques qui n'ont pas été modifiés, recruter tous ces équipements et en faire un botnet, donc qui est une sorte de réseau de machines zombies qui, la plupart du temps, fonctionne tout à fait normalement, mais le jour où l'attaque est lancée, finalement, l'attaquant, qui est administrateur, masqué un petit peu de ces matériels, va donner l'ordre à ces matériels de lancer des requêtes, donc simplement de demander, par exemple, une simple requête Google, mais vers la cible de l'attaque DDoS que vous avez à l'écran. Donc, là encore, l'adresse IP ou le domaine, ce qui fait qu'à un moment, vous allez avoir une conjonction de requêtes qui vont arriver du monde entier et qui vont consister en plusieurs milliards de sollicitations sur une machine qui n'est pas calibrée pour répondre à ça. Et là encore, la machine, du coup, va se retrouver à genoux et le service qui se trouve derrière, ça peut être un site internet, ça peut être un site de billetterie, ça peut être un site de vidéosurveillance, ça peut être, voilà, il ne sera plus en capacité de faire ce pourquoi il était prévu. Alors, pourquoi en fait c'est réalisé? Alors, bien évidemment, le but de déstabilisation et d'activisme, on voit bien tout l'intérêt. Et dans le cas de l'attaque du réseau interministériel, elle avait été revendiquée par un groupe qui s'appelle Anonymous Sudan, qui est un groupe d'obédience russe. Là encore, c'était dans les moments où la France avait fait une déclaration au regard de l'Ukraine. Et là encore, c'était directement lié à des volontés de déstabilisation et d'activisme. L'autre élément un petit peu pernicieux, c'est que ça peut être un repérage de capacité. C'est-à-dire que ces attaques DDoS, elles peuvent être faites pour justement voir un petit peu quel est l'état de la force de l'adversaire. Est-ce qu'il est en capacité de dérouter finalement ces attaques et ces requêtes? Donc, ça peut être les signes précurseurs d'une attaque plus massive en disant, tiens, on a testé, on sait que là, il est vulnérable, donc on peut éventuellement doubler la force de frappe avec nos fameux botnets et puis rendre inaccessible tout ou partie d'un dispositif. Et souvent, on remarque aussi que ça peut être une manœuvre de diversion. Là encore, dans l'idée qu'on a des cybercriminels qui collaborent et qui sont spécialisés, vous en avez un qui va finalement lancer un écran de fumée, qui est cette fameuse attaque DDoS dont on parle à l'instant, et ce qui va permettre finalement à un attaquant de pouvoir, à travers cet écran de fumée, passer et essayer de rentrer dans le système d'information, qui est déjà occupé à gérer un petit peu cette attaque visant à saturer ses capacités. Et souvent, il faut savoir que les équipements qui sont en frontal, et je m'arrêterai là dans l'explication, vous avez des firewalls donc, qui ont vocation justement à stopper un petit peu les activités illicites. Le fait qu'ils soient en première ligne, ils vont être sursollicités et quelquefois, ça peut provoquer simplement un arrêt de la machine qui va bugger, etc. Donc, dans ce moment-là, on peut imaginer qu'un attaquant va avoir un avantage supplémentaire, puisque cet équipement de sécurisation étant tombé ou indisponible, ça peut lui permettre de conduire son attaque plus loin dans le système d'information. Donc, on est là encore sur quelque chose de très, très simple et malheureusement assez courant, et en tout cas, ça a été le cas le 10 et 12 mars. Ça a été le cas aussi en Nouvelle-Calédonie, je vous ai parlé de la Martinique, excusez-moi, et du coup, ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie lors du déplacement du président Macron.
Voilà, alors, sur peut-être un autre point, c'est les nouvelles réglementations en approche. Alors, volontairement, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que l'heure avance et il faut qu'on puisse avoir un temps de questions-réponses, si vous voulez bien. Peut-être vous parler de quelque chose qui va vous concerner et qui va nous concerner tous collectivement, que l'on soit établissement sanitaires, médico-sociaux. C'est une directive européenne et qui est du même type finalement que une révolution du même type que celle qu'on avait connue quand on a eu le RGPD qui est arrivé en 2018 dans nos établissements. Eh bien en fait, si je veux faire le parallèle, c'est un peu l'équivalent, mais dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité. Et vous avez une directive européenne qui va être transposée en droit français avec une entrée en vigueur au plus tard en octobre 2024 et qui a vocation finalement à réguler et à imposer des niveaux de sécurité minimaux aux entités régulées et en l'occurrence aux entités du secteur de santé. Et vous voyez qu'en fait l'élément déterminant, ça va être de dire du moment qu'on dépasse 50 collaborateurs, 50 employés au sein de nos établissements, et qu'on fait partie de la liste finalement des entités qui apparaissent à l'écran, prestataires de soins de santé, donc vous voyez c'est quelque chose d'assez large, entités fabriquant des produits pharmaceutiques, organismes de recherche, dispositifs médicaux, laboratoires, etc., eh bien on est concerné soit en tant qu'entité essentielle, si ou en tant qu'entité importante, entre 50 et 250 employés. Donc ça va être un petit peu la trame qui détermine est-ce qu'on est soumis ou pas à cette réglementation. Donc bon nombre de vos établissements seront concernés par ce dispositif. Et quand je dis que c'est quelque chose qui se rapproche un peu du RGPD, j'ai un souci de... Non, voilà. C'est qu'on va retrouver un certain nombre un petit peu d'obligations pour les entités régulées. Donc celles dont je vous parlais, notamment dans le domaine de la santé, pour celles et ceux qui dépassent 50 collaborateurs. Donc c'est le fait de mettre en place des politiques relatives à l'analyse des risques et à la sécurité des systèmes d'information. C'est les fameuses politiques de sécurité des systèmes d'information. Donc là encore, je ne détaille pas. Prévoir aussi une réponse et une manière de gérer les incidents numériques. Comment je fais ma gestion d'incidents, comment j'assure également la continuité des activités, comment je sécurise la sécurité avec mes parties prenantes. On se focalise beaucoup sur l'interne, mais les prestataires que l'on va recruter, au même titre, vous vous rappelez les sous-traitants qu'on avait dans le fameux RGPD, où on devait aller s'assurer qu'ils avaient une utilisation conforme des données qu'on leur confiait. Et bien là, c'est s'assurer que les partenaires, les prestataires dont on s'entoure, disposent eux-mêmes d'une démarche de sécurité conforme aux attentes mises d'eux. Je ne détaille pas l'ensemble. Vous avez des pratiques en matière de cyberhygiène, donc sensibilisation, formation à la cybersécurité, des éléments liés au contrôle d'accès, donc le fait que chacun ou idéalement dispose d'un compte individuel numérique. Le fait de déployer sur des services un petit peu critiques l'authentification à plusieurs facteurs, c'est ce que tout à chacun connaît déjà, notamment dans le cadre de sa banque. Quand vous vous connectez sur votre portail bancaire, vous savez, c'est ce système qui non seulement vous demande votre login mot de passe, mais qui en plus va vous envoyer un petit SMS sur votre téléphone ou éventuellement sur un autre outil en vous demandant de saisir le code que vous avez obtenu, etc., etc. Donc voilà, il y a toute une série de thématiques qui vont être précisées d'ici le mois d'octobre, mais vous voyez, c'est des thèmes qu'on va devoir adresser au même titre que ce que l'on avait fait dans des revues que l'on avait fait dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD dans le domaine de la conformité numérique. Analogie aussi avec ce qu'on a vécu dans le cadre du RGPD, c'est que là, le régulateur national, ce ne sera pas la CNIL, mais ce sera l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et là encore, le dispositif sera assorti de sanctions et d'amendes. Donc on retrouve nos entités importantes, entre 50 et 250 collaborateurs, et vous avez les chiffres qui sont annoncés. Donc vous voyez, on est sur les mêmes dispositifs que ce qu'on connaissait dans le cadre du RGPD.
Euh, donc, on aura bien sûr des informations qui nous seront données tout au fil de l'été et puis très certainement à la rentrée. Et je me permets d'ailleurs à ce propos, pour celles et ceux d'entre vous qui êtes disponibles, à retenir la date du 28 novembre. Nous organisons, dans le cadre de CAPCI, la journée régionale cybersécurité et conformité numérique. Elle se déroulera à Aix-en-Provence. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire pour réserver votre place. Sachez qu'on aura notamment, on reviendra sur ces problématiques NIS 2. On aura à la fois des intervenants du national, des intervenants experts dans ces domaines-là, des représentants de l'ENSI qui pourront vous expliquer un petit peu en détail tous ces éléments. Donc je me permets, à travers cette petite parenthèse, de mettre en lumière un petit peu cette date du 28 novembre et vous indiquer tout le plaisir qu'on aurait à vous accueillir dans le cadre de cette journée qui se déroulera à Aix-en-Provence. Le programme CARE, là encore, vous avez eu des webinaires particuliers qui ont été réalisés par l'ARS, qui ont détaillé un petit peu ce dont il s'agissait. Je me permets peut-être juste rapidement de le rappeler parce que c'est un programme qui nous intéresse sur 5 ans, qui concerne aujourd'hui plus particulièrement nos collègues du sanitaire, mais qui demain, quand je dis demain, ça va être dès le mois de septembre, s'ouvrir à nos collègues du médico-social et qui ont vocation à apporter des soutiens financiers pour des actions justement de montée en maturité numérique. Donc vous voyez, il y a une sorte d'alignement de planète entre une augmentation, enfin une augmentation un petit peu des attentes et des objectifs qui sont fixés à travers Nice 2 et qui vont nous obliger collectivement à monter en maturité, et d'autre part un dispositif de financement qui existe dans le cadre de ce programme CARE. Donc, vous voyez qu'il y a 4 axes et on est sur un plan massif qui va représenter à peu près 800 millions d'euros d'ici 2027. Vous avez déjà 65 millions d'euros qui ont été mobilisés à date. Et donc, l'idée, c'est que vous avez 4 axes qui vous sont indiqués ici. Le premier axe qui a été déployé, c'est l'axe 4. Voilà, bon, c'est pas forcément chronologique, c'est autour de la sécurité opérationnelle. Et je ne rentre pas plus dans le détail, puisque c'est un domaine qui a été ouvert et qui fait l'objet d'une instruction ARS pour l'instant. Vous avez aussi toute une série de thématiques qui vont s'ouvrir autour de la continuité d'activité. Donc sachez, notamment dans le domaine 2 qui va être ouvert fin d'année 2024, vous aurez la possibilité de candidater, d'obtenir en fait un accompagnement sur la mise en place de plans de continuité d'activité ou de la rénovation de votre PCA-PA. Donc là encore, on aura l'occasion peut-être de vous redonner des informations. Je pense notamment le fameux 28 novembre, puisqu'on sera en plein dans la fenêtre d'information sur ces moments-là. Donc n'hésitez pas à participer à ces moments d'échange et d'information. Là encore, permettez-moi peut-être de passer cette partie-là, puisqu'on est sur quelque chose qui est fermé. C'était le domaine 1 qui a été ouvert en fait à candidature, mais qui est maintenant clos. Je me permets peut-être juste de faire un focus et après on passe aux questions-réponses sur les évolutions ou l'actualité de la conformité numérique. Peut-être vous indiquer notamment une évolution des référentiels de certification et d'accréditation HDS. Alors HDS, c'est notamment tout ce qui concerne l'hébergement des données de santé. Vous pouvez éventuellement vous-même au sein de vos établissements sanitaires ou médico-sociaux héberger des données de santé. Cet hébergement doit être conforme à des normes et un référentiel qui s'appelle HDS, qui a été rénové en profondeur. Ça faisait plusieurs années qu'il était en travaux et il a été publié le 16 mai 2024 avec 2 obligations. C'est que si vous travaillez peut-être avec un hébergeur de données de santé, s'il est déjà certifié HDS, il va devoir obtenir la certification sur le nouveau référentiel dans un délai de 2 ans, soit au plus tard en 2026, au mois de mai 2026. Pour les nouveaux candidats à la certification HDS, ils seront évalués à partir de novembre 2024
par rapport au nouveau référentiel qui est sorti au journal officiel. Un autre élément peut-être qui peut vous intéresser, c'est les thématiques de contrôle qui ont été retenues par la CNIL, cette fois sur la partie conformité. Pour 2023-2024, j'ai fait un focus uniquement sur ce qui concernait le secteur sanitaire ou médico-social. Et là, en fait, il y a un focus particulier lié à l'accès aux dossiers patients informatisés, dossiers patients ou dossiers usagers, hein, pour nos collègues du médico-social. Donc là, vous aurez bien sûr la présentation, hein, donc je ne détaille pas tout ce qui est noté, c'est juste un copier-coller un petit peu des éléments issus de la thématique de contrôle de la CNIL qui apparaissent dans cet écran. Un autre élément peut-être intéressant, c'est que le début mai, vous avez dans le domaine médico-social une recommandation que la CNIL a publiée sur la vidéosurveillance dans les chambres d'EHPAD. Alors là encore, je me suis permis juste de remettre un petit peu l'essentiel, c'est qu'on a une interdiction, bien sûr, par principe, de la vidéosurveillance dans les chambres d'EHPAD, et une autorisation qui peut être réalisée à condition qu'elle soit encadrée pour permettre notamment la levée de doute en cas de suspicion de maltraitance d'un résident. Donc là encore, n'hésitez pas, vous pourrez détailler la recommandation de la CNIL. Elle est accessible directement sur leur site et vous avez tout le détail, et notamment tout un petit dossier qui explique ces éléments-là, si quelquefois le thème vous intéresse. Sachez également que depuis le 16 mai, donc c'est encore possible, puisque la consultation est ouverte jusqu'à mi-juillet 2024, la CNIL concerte de manière très large tous les acteurs, bien évidemment de santé et médico-sociaux, sur le toilettage, la rénovation des référentiels santé. Alors, sont concernés tous les référentiels de recherche clinique, MR01, 08, etc. Les référentiels relatifs aux entrepôts de données de santé, donc notamment là encore dans le cadre de la recherche médicale ou éventuellement de l'exploitation de données anonymisées, ça peut être intéressant d'y participer. Voilà, et vous avez toute la liste. Là encore, sur le site de la CNIL, vous pouvez librement, si vous le souhaitez, participer à cette concertation et proposer des réflexions, des actions ou poser des questions par rapport à tous ces éléments, puisque vous avez jusque mi-juillet pour réaliser un petit peu cette démarche. Un dernier focus peut-être rapidement sur les contrôles qui ont été menés par la CNIL en 2023 dans le secteur de la santé. On a eu à peu près 13 contrôles qui ont été faits pour des acteurs de santé. J'ai essayé de remettre un petit peu les points principaux qui étaient reprochés aux établissements qui avaient été mis en demeure pour prendre des mesures permettant d'assurer la sécurité du dossier patient informatisé ou par extension du dossier usager, hein, bien sûr. Rappelant donc que les données de patients doivent être accessibles uniquement aux personnes justifiant du besoin d'en connaître. C'est l'idée de minimiser, bon, bien sûr, la collecte, mais aussi l'accès aux données aux personnes essentiellement qui en ont besoin. Donc notamment, ce que notait la CNIL, c'était que le DPI, le dossier du patient informatisé, ou le DUI, doit bénéficier de mesures de sécurité renforcées. Donc, on parlait tout à l'heure d'authentification, de double authentification. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses qui peut être mis en place déjà pour s'assurer de l'identité correcte de la personne qui accède au dossier. 3 types de protection. Donc, des politiques d'authentification fortes, des politiques d'habilitation fine qui vont permettre de gérer de manière très fine les droits d'accès au dossier patient, faisant en sorte que ce n'est pas forcément toute l'équipe médicale qui accède au dossier, ou ce n'est pas forcément tout l'étage, etc. etc. Un élément aussi, c'est de pouvoir tracer les accès au dossier patient ou dossier usager. Donc, c'est ce qu'on appelle en informatique, c'est la journalisation. Le fait de savoir finalement qui a accédé, à quel moment et à quoi. De telle sorte que de pouvoir remonter un petit peu cet historique pour voir à quel moment peut-être il y a eu une difficulté. Et journalisation veut dire aussi qu'il y ait des contrôles qui soient faits pour pouvoir détecter éventuellement les comportements anormaux.
Notamment, la CNIL rapportait dans ses contrôles des patients pour lesquels il y avait eu 500 ou 600 personnes qui avaient tenté de se connecter sur le dossier, puisque visiblement la personne était une sorte de VIP, ou en tout cas un personnage public, et du coup il y avait un petit peu cette curiosité qui faisait que les gens tentaient d'en savoir plus. Voilà. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, c'est juste une mise en lumière un petit peu de ces éléments. Là encore, vous retrouverez les éléments dans le support. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Je vous ai indiqué également nos coordonnées au titre de CAPSI. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous joindre via ces adresses. Vous avez notre site, vous avez l'adresse LinkedIn. Je vous rappelle aussi que les actions CAPSI sont mutualisées, c'est-à-dire qu'on intervient à vos côtés en soutien, en support de vos actions, et on est sur une logique de financement régional, c'est-à-dire qu'il y a un coût gratuit pour vos collectivités, pour vos établissements, pour accéder à nos services. Donc, ça peut être de toutes sortes. On parlait de la sensibilisation. Sachez qu'on a une plateforme régionale de sensibilisation à la sécurité numérique qui compte aujourd'hui un peu plus de 50 000 utilisateurs en région. Donc là encore, si vous souhaitez utiliser cet outil, il est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. On a également toute une série d'actions de soutien avec la possibilité de conduire à vos côtés des audits flash, alors qui ne sont pas des audits techniques, mais qui sont plus des analyses de risque flash pour pouvoir déceler un petit peu les zones de tension et voir à quel endroit ça nécessiterait peut-être de prioriser les actions de remédiation et pour j'allais dire, rehausser la sécurité de vos systèmes d'information. Enfin, tous ces éléments-là sont accessibles et disponibles à travers le contact que vous pouvez faire auprès de nous. Et si vous avez bien évidemment des questions, je vous engage peut-être à les noter, si vous voulez bien, dans le chat, de telle sorte que je puisse y répondre en direct. Alors, Elodie nous pose une question en disant « Avez-vous des conseils, des suggestions en termes d'assurance cyber ? Enfin, connaissez-vous des modèles de charte informatique pertinents à l'attention des salariés et des bénéficiaires ?» Alors, sur la question de l'assurance cyber, vous avez aujourd'hui des assureurs qui existent, qui proposent effectivement ce genre de choses. De plus en plus, bien évidemment, on connaît toutes et tous ces assureurs et bon, l'idée pour eux, c'est d'éviter de prendre les personnes à risque, ou en tout cas les établissements à risque. Donc en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans les modèles de clients qui sont privilégiés dans les assurances cyber, ils demandent à ce que l'établissement lui garantisse un seuil minimum, des fondations minimales en matière de sécurité des systèmes d'information, partant de l'idée qu'ils veulent assurer un risque maîtrisé et donc que l'établissement a mis en place déjà un dispositif suffisamment mature en matière de sécurité. Donc, quelquefois, vous pouvez avoir des assureurs qui vont vous dire, écoutez, au regard de votre organisation, structuration informatique, je ne suis pas en capacité d'assurer votre risque. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. L'autre élément, alors là, on travaille avec nos collègues du CSIRT Urgence Sud, qui est, on va dire, un petit peu une antenne de l'ENSI dans la région PACA. Et on travaille avec eux sur l'idée de pouvoir peut-être trouver une solution qui permettrait d'avoir une sorte d'assurance mutualisée, alors bien sûr à laquelle chacun cotiserait. Si je prends un peu cette image, c'est une sorte de mutuelle cybersécurité. Donc là, elle est en construction. Pour l'instant, il y a quelques assureurs qui commencent à répondre à ce cahier des charges. Mais dès que ce sera fait, et là encore, j'espère pour le 28 novembre, on sera peut-être en mesure de vous présenter le dispositif. Donc, Elodie, pour l'instant, voilà les deux réponses que je peux vous faire sur ce thème-là. Alors, connaissez-vous des modèles de charte informatique pertinents à l'attention des salariés et des bénéficiaires? Alors, vous avez raison, effectivement, de distinguer, parce qu'il y a deux choses. Vous avez la politique de sécurité des systèmes d'information,
Et si je comprends bien dans votre question, là, c'est plus orienté sur la charte des droits et obligations, quelque part, des collaborateurs et des utilisateurs de votre système d'information. Alors, c'est vrai que là encore, vous avez une multitude de chartes qui existent, qui souvent, en fait, c'est des annexes du règlement intérieur, souvent, pour qu'elles soient opposables et qu'elles soient utilisables, dans lesquelles vous allez pouvoir indiquer effectivement quels sont les droits et les garanties pour les collaborateurs, notamment le fait qu'il n'y ait pas une surveillance systématique, le fait qu'il y ait une garantie pour eux d'utilisation sereine et conforme de leurs données. Mais vous allez aussi déterminer quelles sont les obligations. C'est-à-dire que dans cette charte, c'est là où vous allez pouvoir dire les collaborateurs ne sont pas autorisés, par exemple, à installer ou utiliser un matériel personnel sur leur poste de travail. Vous voyez, c'est le fameux téléphone que l'on va recharger ou le portable éventuellement avec lequel on va venir et qu'on va connecter au travail. L'autre élément, ça peut être aussi le fait que le salarié s'engage à ne pas copier des données qui ne le concernent pas. Donc là encore, c'est pour maîtriser les exfiltrations de données. Là encore, on pourrait faire un inventaire, mais n'hésitez pas peut-être, Elodie, à nous remettre un petit message sur l'adresse CAPSI, et puis je pourrais vous répondre de manière plus précise, et notamment vous orienter vers des chartes, alors qui ont juste une vocation d'exemple. L'idée, c'est qu'il faut vraiment les adapter à vos contextes et à vos besoins. Mais vous voyez, en fait, souvent, la charte, elle est sur ces deux axes, c'est-à-dire à la fois les droits, bien évidemment, c'est important de dire à la fois dans une logique d'information et de transparence de vos collaborateurs, qui sachent, entre guillemets, à quoi ils s'exposent en utilisant le système d'information, notamment le fait qu'il y ait des logs, le fait qu'il y ait une surveillance en vue de la sécurité, mais aussi leur rappeler les obligations et les risques qu'ils encourent par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre dans le règlement intérieur, parce que dans le règlement intérieur, c'est là où vous déterminez un petit peu aussi les procédures disciplinaires. Et là encore, imaginons quelqu'un qui commettrait une faute dans le domaine de la système d'information, voilà, ça permet de relayer les deux textes. Donc Elodie, pas de souci, en tout cas à votre disposition. Si vous nous contactez sur CAPSI, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez d'autres questions, messieurs, dames, il nous reste encore 3 ou 4 minutes. Ce serait avec grand plaisir que je pourrais y répondre. Si vous ne souhaitez pas peut-être l'indiquer dans le cas du chat, là encore, n'hésitez pas à nous contacter sur CAPSI. Comme il nous reste 3 minutes, je vais me permettre peut-être de vous donner le lien d'inscription pour la journée régionale. Hop là. Voilà. Hop là. Je me permets peut-être de le mettre dans le chat ici. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, à la fois de vous inscrire pour cette journée régionale. Alors, bien évidemment, elle est encore... elle est gratuite, bien évidemment, il n'y a pas de coût d'inscription. Et l'intérêt pour vous, en vous inscrivant, c'est que vous allez recevoir aussi au fil de l'eau le programme de cette journée qui se déroulera à Aix-en-Provence, donc avec des séances plénières, des ateliers pratiques, des thématiques autour de la conformité, des thématiques autour de la cybersécurité, aussi bien que l'on soit collègue du médico-social ou du sanitaire, ou même praticien ou praticienne libérale, chacun aura finalement des possibilités de réponse ou d'information dans le cadre de cette journée. Donc on serait là encore ravis de pouvoir vous accueillir et de pouvoir approfondir un petit peu tous ces sujets où on aurait la chance d'avoir une journée dédiée et d'aller au-delà de l'heure qu'on s'est donnée et pour laquelle je vous remercie de votre présence. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je crois qu'on arrive au bout du temps que nous étions donné. Encore un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre attention. Et puis, là encore, à votre disposition pour répondre à vos questions et à ces différents sujets.
Merci à chacune et chacun d'entre vous et je vous souhaite une excellente journée et puis surtout une bonne fin de semaine avec, en espérant, un week-end ensoleillé. Bonne fin de journée à vous, messieurs, dames. Merci. Au revoir.